Est-ce que vous avez déjà eu la sensation d'être inspiré par une personne car vous ressentez chez elle quelque chose de vrai, d'authentique, quelque chose qui vous fait écho et à quoi vous aspirez? C'est personnellement ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert Forrest Gump, ce personnage de fiction qui a beaucoup à nous apprendre. Et ça tombe bien puisque sa façon d'être illustre très bien ma vidéo précédente sur les enseignements d'Anthony DiMello. Donc je vous propose de plonger ensemble dans cette histoire pour l'analyser et percer le secret de Forrest Gump, et je vous proposerai en fin de vidéo un résumé de l'apprentissage qu'il nous transmet. Je m'appelle Romain, j'aime expérimenter différentes façons de penser pour développer l'amour et l'esprit que je vous partage pour élargir votre champ des possibles. Certaines histoires nous touchent vraiment, particulièrement quand les personnages sont réussis, car on arrive à s'identifier à eux, ou ils reflètent quelque chose que nous aspirons au plus profond de nous. Leur évolution se fait souvent selon un arc transformationnel positif ou négatif, comme je vous en avais donné l'exemple dans ma vidéo Polystory. Dans la plupart des cas, au début de l'histoire, le personnage principal a une perception du monde biaisée par ce qu'on pourrait appeler une croyance ou un mensonge. Puis il vit un événement ou rencontre une personne qui lui apporte une nouvelle perception, une vérité qu'il rejette. Et toute l'histoire consiste à suivre l'évolution qui va l'amener à abandonner petit à petit son mensonge et embrasser cette perception qui aura un impact positif dans sa vie. Dans le cas de Forrest Gump, il s'agit d'un arc transformationnel plat. C'est-à-dire que le personnage détient déjà une vérité, il ne va pas changer. Mais ce sont les autres protagonistes qui auront l'opportunité de changer à son contact. Et vous allez voir que cette histoire illustre très bien les propos d'Anthony DiMello et toute cette philosophie de vie que j'aime vous présenter par morceaux dans tous mes contenus. Au début de l'histoire, Forrest Gump est un petit garçon qui vit seul avec sa mère, abandonné par son père. Il paraît différent des autres enfants. On ne sait pas bien comment il fonctionne, mais on le trouve limité, avec un QI de 75 et un dos cassé qui le contraint de porter des attelles. À l'école, il n'arrive pas à s'intégrer. On se moque de lui et on le harcèle verbalement et physiquement. Donc a priori, Forrest ne commence pas sa vie avec les meilleures cartes, en tout cas pas celles qu'on espère pour vivre heureux. Mais il peut compter sur l'amour et la dévotion de sa mère qui va le guider en lui expliquant qu'il n'est pas différent des autres, qu'il ne doit pas les laisser dire qu'ils sont meilleurs que lui, qu'il doit faire de son mieux et trouver sa propre destinée. Que la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Tous ces enseignements vont l'aider à accepter et bien vivre sa différence. C'est ce qu'on observe durant sa rencontre avec Jenny, qu'il aimera tout au long du film. Quand elle lui demande ce qui ne va pas avec ses jambes, il lui répond qu'elles vont très bien. Quand elle lui demande s'il est stupide, il répond que seule la stupidité est stupide. Il ne dit pas ça pour se défendre d'une remarque déplacée, c'est juste la vérité. La particularité principale de Forrest Gump, c'est qu'il ne donne pas de sens et ne comprend pas forcément la complexité de ce qu'il voit ou ce qu'il vit. Face à quelque chose de complexe, il ne perçoit que l'évidence. Par exemple, quand il parle du Ku Klux Klan, il ne voit que des gens habillés en drôle de tenue blanche. Il est comme un éternel enfant dont le corps va continuer de grandir. Mais ce qui caractérise le plus Forrest Gump, et qui va illustrer la vidéo précédente, c'est qu'il est détaché de tout, à l'exception de Jenny et sa mère dont on parlera un peu plus tard. Ce détachement va lui permettre de traverser toutes les épreuves de sa vie dans l'amour et la sérénité. Chaque film a un thème, et d'après mon opinion, dans celui-ci, il s'agit de la destinée, dont je reparlerai en fin de vidéo. Tous les autres personnages sont portés par une destinée. Ils sont attachés à accomplir quelque chose de spécifique, d'atteindre un objectif, c'est le sens qu'ils donnent à leur vie. Forrest Gump, lui, n'est attaché à rien. Il est comme cette plume symbolique que l'on voit dans le film, il se laisse guider au gré du vent. Ça pourrait être sa vérité, mais il n'en a pas conscience et ne peut pas la transmettre aux personnes qu'il rencontre. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans ce genre d'histoire, la vérité du personnage principal doit être mise à l'épreuve par les mensonges des autres protagonistes. C'est censé être une lutte. Mais la force de Forrest Gump, son secret, c'est qu'il est tout simplement insensible aux mensonges. Il n'est pas intellectuellement capable de les comprendre. C'est ça qui est génial. Il est immunisé contre tout ce qui conditionne notre éducation, notre société et qui nous fait souffrir.
Je vous donne un exemple concret. Plus tard dans l'histoire, Jenny demande à Forrest s'il a déjà rêvé de ce qu'il veut être plus tard. Il comprend pas bien le sens de la question et lui répond Et c'est la vérité, car on n'est pas ce à quoi on s'identifie. Je pourrais me dire que je veux être footballeur, et si j'y arrive, m'identifier en tant que tel. Je pourrais me présenter, m'habiller et me comporter par rapport à tout ce que j'associe à cette identité. Pour autant, si je me casse la jambe et que je ne peux plus jouer, je ne serai plus footballeur, je vais vivre une crise d'identité. Mais je serai toujours moi. Ce à quoi on s'identifie ne sont que des étiquettes, qu'une couche de notre personnalité artificielle, mais ça n'a rien à voir avec qui nous sommes. Si ce sujet vous intéresse, je mettrai en description l'intervention de Laurent Gounel sur ce sujet. De son côté, Jenny lui dit qu'elle veut être célèbre. Ce qui n'est pas un problème en soi. Mais à partir du moment où on s'y attache et que ça devient une attente, elle en souffrira probablement toute sa vie. Maintenant, on va voir comment cet état d'esprit de non-attachement va affecter la manière dont il va vivre les événements de sa vie. Forrest rencontre d'abord Elvis Presley avant qu'il ne devienne célèbre. Sur son riff de guitare, il se met à danser. Comme il n'est pas attaché au regard des autres, malgré ses attelles, il n'hésite pas à faire des mouvements avec ses jambes qui vont inspirer le chanteur. Bien sûr, comme beaucoup d'autres passages dans le film, ça reste une fiction et des clins d'œil à l'histoire de l'Amérique. Ensuite, pendant la scène culte où il est harcelé violemment par des enfants en vélo, il n'a pas l'air plus contrarié que ça, car encore une fois, il n'accorde pas d'importance au regard des autres. C'est Jenny qui l'alerte et lui dit « Run, Forrest, run !» malgré la contre-indication du docteur. À ce moment-là, elle le dit par peur pour sa sécurité, mais lui ne court pas ou ne fuit pas parce qu'il se sent en danger, il le fait simplement parce que quelqu'un à qui il a confiance le lui demande. À l'université, ses talents de coureur finissent par intéresser les coachs de football américains. Et il est très efficace dans son rôle puisqu'il a juste à courir sans se poser de questions. Grâce à ce sport, il finit par obtenir son diplôme et rencontrer le président. Mais il n'attache pas d'importance à ce diplôme ou cette rencontre prestigieuse. Il est juste content de pouvoir profiter du buffet. Il s'engage ensuite dans l'armée, sans aucun objectif ou conviction, juste à cause d'un prospectus qui explique qu'ils ont besoin d'aide et de jeunes hommes talentueux. Bien sûr, il s'y intègre parfaitement puisqu'il excelle dans l'art de suivre des ordres à la lettre sans réfléchir. Go! What's your sole purpose in this army? To do whatever you tell me, drill sergeant. God damn it, Gump! You're a goddamn genius! Et quand la guerre éclate, et qu'il doit aller se battre au Vietnam, il est encore une fois détaché. Il n'est pas là pour se battre ou gagner une guerre, mais pour aider parce qu'on le lui a demandé. Il en profite pour visiter le pays et faire de nouvelles activités. Rien de ce que décrit Forrest n'est ressenti comme quelque chose de négatif, car il vit dans la réalité, dans le moment présent, sans attente. Il ne peut pas souffrir d'angoisse, puisqu'il n'a pas d'attente et accepte les événements tels qu'ils viennent. Quand il parle des pluies qui duraient des mois, il s'en plaint pas vraiment, il parle de leur diversité de formes, que ça dure longtemps, et il finit par ressortir une expérience spéciale quand celle-ci s'arrête parfois la nuit et qu'on aperçoit les étoiles. Quand il se retrouve sous les feux ennemis, il cherche encore une fois à aider et finit par sauver de nombreux soldats au péril de sa vie. Juste parce qu'il le peut, alors il le fait. Et quand il se fait tirer dessus, il l'accepte et ne s'en plaint pas. Par contre, il nous raconte que ça lui permettait de manger des glaces gratuitement à l'infirmerie. Et quand on lui remet une médaille et qu'il rencontre le président encore une fois, il n'y accorde toujours pas d'importance, car il n'est pas attaché à devenir un héros ou célèbre. Il ne comprend même pas pourquoi on lui accorde toute cette attention juste pour avoir fait ce qu'on lui demandait. Bien sûr, ça reste une fiction, les situations sont parfois exagérées, mais vous comprenez bien l'intérêt de cet état d'esprit. Ici, on ne se pose même pas la question de la pertinence de ses choix, de savoir s'il devrait ou pas participer à cette guerre, mais plutôt de l'absence de mauvaises raisons qui le poussent à le faire. Il ne le fait pas pour la gloire, pour être un héros, pour prouver quelque chose à quelqu'un, pour montrer qu'il est le plus fort, pour vaincre un adversaire, montrer ses compétences ou quoi que ce soit d'autre. Il le fait simplement pour aider, parce qu'on le lui a demandé. Il le fait par amour, et pas par peur ou par ego. Il se met ensuite au ping-pong parce qu'en suivant un simple conseil, il est devenu bon et il aime pratiquer ce sport.
Il va finir par participer au championnat du monde en Chine, mais il le dit sans attachement, il ne dit même pas s'il a gagné ou non. Gagner n'a jamais été important pour lui. Il décide alors de tenir la promesse de son ami mort à la guerre et d'aller pêcher la crevette. Il utilise toutes ses économies pour changer de vie. Il ne le fait pas dans l'espoir de gagner beaucoup d'argent, mais simplement pour tenir sa parole. Les conditions sont très dures, mais malgré tout, il ne s'en plaint pas et s'émerveille des couchers de soleil sur l'océan. Par chance, il finit par pêcher en grande quantité et devient riche. Et il le raconte sans fierté, c'est juste un fait, ça n'a pas l'air de l'affecter plus que ça. Il devient encore plus riche quand son associé investit dans Apple. Il dit qu'il n'a plus à se soucier de l'argent et que... That's good. One less thing. Mais il reste encore une fois détaché de cet argent. Sa mère avait l'habitude de lui dire que nous avons besoin que d'une certaine somme d'argent et que le reste sert juste à frimer. Donc il en donne beaucoup aux associations et choisit une autre activité, tondre le gazon des stades gratuitement. Il n'est donc pas attaché non plus au prestige qu'il pourrait retirer de sa position. Il fait simplement ce qu'il a envie de faire, parce qu'il le peut et sans influence extérieure. À la suite du décès de sa mère, il part courir et ne s'arrête plus. Pendant plus de 3 ans, il parcourt le pays d'un bout à l'autre et devient célèbre une fois de plus. Il ne le fait toujours pas pour la gloire ou pour attirer l'attention, mais simplement parce qu'il en a envie ou besoin pour réfléchir et faire son deuil. Il ne parle pas de la difficulté de l'effort, mais il nous raconte à nouveau le plaisir qu'il a à admirer les couchers de soleil. Il est suivi par de nombreux fans qui cherchent tous à donner du sens à son acte. Chacun y attache une importance personnelle, mais le jour où il s'arrête, toutes ces personnes se retrouvent seules. Courir a perdu du sens, car il ne le faisait pas tant pour le plaisir du sport, mais pour des attachements liés à leur histoire. Parmi toutes les rencontres que fait Forrest, Jenny, Booba et le lieutenant Dan sont les plus importantes. On va donc analyser quels étaient leurs mensonges liés à leur histoire, leur programme et quel impact a eu le héros sur eux. Ici, je ne vais pas trop m'attarder sur sa mère car on ne sait peu de choses sur elle, hormis l'éducation qu'elle a donnée à Forrest. Mais il semblerait qu'elle était attachée corps et âme à ce que son fils ait les mêmes chances que les autres malgré ses spécificités. Elle l'a même été jusqu'à coucher avec le proviseur d'une école pour qu'il y soit admis. Finalement, Forrest a su répondre à ses attentes et bien plus encore. Jenny, elle, n'a pas eu du tout la même chance pour son éducation. Étant gardée par son père alcoolique et violent, c'est le plus gros contraste du film. Forrest a grandi dans l'amour et l'idée qu'il était capable d'accomplir de grandes choses. Jenny a grandi dans la peur avec tous les traumatismes et troubles affectifs que peut engendrer un parent abusif et violent. Durant toute l'histoire, elle sera dans un état de peur, de fuite et de pessimisme. Forrest sera dans un état d'amour, et non pas d'optimisme, mais de réalisme. C'est-à-dire qu'il ne voit pas de verre à moitié vide ou à moitié plein, il voit les choses telles qu'elles sont, un verre qui contient de l'eau. Mais ce qui nous intéresse vraiment ici, ce sont ses attachements et ses attentes. Jenny veut chanter et être célèbre, c'est son destin. Elle est tellement focalisée sur cet objectif qu'elle acceptera d'être manipulée, humiliée et abusée pour arriver à ses fins, comme quand elle chante nue sur scène. Elle passera finalement sa vie à la recherche de quelque chose, peut-être l'amour de son père, la reconnaissance ou la célébrité. Mais comme disait Lennon, la vie est ce qui vous arrive pendant que vous êtes occupé à faire autre chose. Jenny passera à côté de la sienne, même si elle décide de vivre avec Forrest pendant quelques temps, elle gardera toujours la tête ailleurs, hors du moment présent. Le destin de Booba, son compagnon d'armes, était tout tracé. Toute sa famille travaillait dans la pêche à la crevette, lui aussi, et après la guerre, il se servirait de son expérience pour créer sa propre entreprise et être capitaine de son chalutier. Il était complètement obsédé par cette idée et ne parlait que de ça. There's pineapple shrimp, lemon shrimp, coconut shrimp, pepper shrimp, shrimp soup, shrimp. Il n'y avait aucun doute, même pour Forrest, c'était son destin. Jusqu'au jour où il est blessé sur le champ de bataille. Forrest lui-même est surpris de son destin quand il dit « Bob was gonna be a shrimp and boat captain, but instead he died right there by that river in Vietnam. » Booba était tellement confiant de son destin qu'il n'a même pas envisagé que la guerre pourrait perturber ses plans. Il a passé une grande partie de sa vie dans ses pensées, à imaginer son rêve sans vraiment s'intéresser au monde extérieur. Le lieutenant Dan, quant à lui, est un personnage particulier du film car c'est le seul qui va changer au contact de Forrest.
Sa destinée, comme tous les hommes de sa famille avant lui, était de mourir au combat sur le champ de bataille en héros. Jusqu'au jour où son moment arrive enfin, il est blessé et va certainement mourir comme il le voulait. Mais c'est sans compter l'intervention de Forrest qui vient le sauver in extremis. Le lieutenant essaye de l'en empêcher, mais rien n'y fait. Il se retrouvera finalement à l'infirmerie amputé des 2 jambes. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il a perdue. Il a perdu sa destinée, car il ne pourrait plus jamais aller se battre et avoir une chance de mourir au combat. Il s'était identifié dans ce rôle, donc sa vie avait perdu tout son sens. C'est mis en lumière dans ce dialogue. I had a destiny. I was supposed to die in the field with honor. That was my destiny, and you cheated me out of it. I was Lieutenant Dan Taylor. You still Lieutenant Dan. Look at me. What am I gonna do now? Il a passé sa vie à correspondre et s'identifier à un rôle, à une destinée, qui comme Booba était conditionnée par son éducation et sa famille. Il va ensuite vivre plusieurs années à boire et à se plaindre de son sort, jusqu'au jour où il croise Forrest à nouveau. Celui-ci lui parle de son projet de devenir capitaine d'un bateau de pêche à la crevette, et le lieutenant le prend à la rigolade et dit que si ça arrive, il deviendra son second. Ils finissent tous les deux par tenir leur promesse et se retrouvent à pêcher ensemble. Ils connaissent la galère, puis la richesse. Le lieutenant Dan trouve une nouvelle raison de vivre, reprend goût à la vie, trouve l'amour et achète des prothèses pour ses jambes. Il finira par remercier Forrest de lui avoir sauvé la vie et à faire la paix avec Dieu, qu'il blâmait également pour son sort. Quelle est la leçon du film de Forrest Gump et quel est le lien avec ma vidéo précédente sur les enseignements d'Anthony DiMello? Dans toutes ces aventures, Forrest reste détaché émotionnellement. Mais cette expression peut faire peur. On pourrait penser que ça signifie faire les choses sans émotion, sans amour, et c'est faux. Quand on est attaché émotionnellement à quelque chose, on crée des attentes sur ce qui va se passer. On s'imagine une histoire, on idéalise, et on veut atteindre un certain objectif. En s'identifiant à cette fiction, une partie de nous se retrouve liée à cette personne ou cette chose. Et dès que celle-ci s'éloigne de ce que l'on a imaginé, si cette personne ne se comporte pas comme on le voudrait, par exemple, on en souffre. Vivre et aimer avec un détachement émotionnel signifie qu'on aime, qu'on se soucie de ces personnes ou autre chose, mais qu'on les laisse libres d'être elles-mêmes, telles qu'elles sont réellement, sans chercher à les changer pour qu'elles correspondent à nos attentes. Cela permet de donner l'opportunité et l'espace aux relations et autres choses de se développer de façon organique et authentique, sans chercher à les influencer ou les contraindre à notre vision limitée et illégitime. La nuance à bien comprendre ici, c'est que si on pense qu'une personne a besoin d'aide, on va faire de notre mieux pour l'aider, pour elle, mais pas dans notre intérêt personnel et sans attente sur le résultat final. Donc lâcher prise sur nos attachements et nos attentes fait disparaître nos frustrations, nos charges mentales et émotionnelles pour laisser place à plus de sérénité et de joie. Forrest n'a pas idéalisé ce que serait de s'engager dans l'armée ou de pêcher la crevette. Il l'expérimente simplement. Ce qui ne nous empêche pas de changer de direction si ça ne nous plaît pas. Mais ce sentiment ne sera pas biaisé par le décalage entre nos attentes et la réalité. Cet état quasi total de non-attachement, sans attente vis-à-vis du monde extérieur, a permis à Forrest de surmonter toutes ces épreuves avec sérénité. Ça ne l'a pas coupé du monde, au contraire. C'est ce qui lui a permis de toujours être dans cet état d'amour, d'empathie et de joie. Et surtout d'être connecté à son environnement, à la nature, d'être à 100% dans le moment présent et l'acceptation, de vivre pleinement sa vie. La seule exception est son attachement pour Jenny, quand il dit qu'il aimerait être son petit ami. Il y pense souvent et c'est bien la seule chose qui lui a généré un peu de contrariété et de colère. Les autres personnages avaient un mensonge en commun. L'idée qu'ils avaient une destinée précise et toute tracée. Pour Jenny, c'était un moyen de fuir son monde. Pour Booba et le lieutenant Dan, c'était inévitable. Mais le mensonge ne réside pas dans la destinée en elle-même, puisqu'après tout chacun ses croyances, et cette idée peut se retrouver sous une forme ou une autre dans différentes philosophies et religions. Le mensonge réside dans l'idée qu'ils connaissaient d'avance leur destinée et qu'ils en avaient la maîtrise. Comme le remarque Forrest à la fin du film, qui s'interroge sur la destinée et pense que nous sommes à la fois cette plume qui se laisse guider par le vent, mais que nous avons un destin,
que nous ne maîtrisons pas et que nous découvrirons au fur et à mesure de notre vie. I don't know if Mama was right or if it's Lieutenant Dan. I don't know if we each have a destiny or if we're all just floating around accidental like on a breeze. Maybe it's both. Maybe both is happening at the same time. Personnellement, je ne pense pas que ce soit un problème de se projeter et d'avoir des plans pour le futur. À partir du moment où on n'est pas attaché à un objectif, qu'on n'a pas d'attente et qu'on ne s'identifie pas à ce que l'on veut faire. On pourrait matérialiser ça par un croisement avec plusieurs chemins et panneaux qui indiquent différentes directions. C'est bien de réfléchir à celle qui nous fait envie, mais il faut la choisir sans être attaché à l'atteindre, pour le plaisir qu'on va prendre à emprunter ce chemin. Peu importe si celui-ci va finalement nous emmener ailleurs ou nulle part. Et si vous savez que la destination que vous voulez emprunter est un chemin très difficile pour vous, que vous aurez du mal à l'apprécier, prenez le temps de vous demander si c'est vraiment ce dont vous avez besoin. La vie, c'est pas quelque chose que l'on doit planifier d'en profiter dans quelques mois, années, à la retraite ou quand on aura atteint un certain objectif. En fin de compte, tout au bout du chemin, c'est la mort. Ça veut dire que quand on a l'état d'esprit de non-attachement de Forrest Gump, on ne peut pas passer à côté de sa vie. Now, it used to be, I ran to get where I was going. I never thought it would take me anywhere. Peu importe les chemins qu'il aurait pu prendre, il les aurait probablement appréciés avec sérénité. Car la seule chose qui nous fait véritablement souffrir dans la vie, c'est la différence entre la réalité et ce qu'on veut, ce qu'on imagine, nos attentes. C'est comme la réussite, c'est un concept complètement subjectif. Si vous souffrez, que vous avez l'impression que vous ne réussissez pas, ça vient probablement de votre définition de la réussite ou celle des personnes à qui vous accordez de l'importance. Si j'ai une femme, des enfants et un boulot, alors j'ai réussi. À mes yeux et à ceux de mes proches, de la société. Si je divorce, c'est un échec. Et je vais chercher activement une nouvelle compagne et la stabilité pour me rapprocher à nouveau de cette réussite. Car pendant ce temps-là, tout le monde me rappelle que j'ai commis une erreur, que j'avais réussi, que maintenant je dois tout reconstruire. Mais ça, c'est une histoire de perception. Si ma définition de la réussite, c'est d'être paisible et subvenir aux besoins de mes enfants, alors j'ai réussi. Je n'accorde pas d'importance au regard des autres, à ce que la société voudrait que je sois. Je vis seul et je me sens bien. Mes enfants ont besoin d'affection, de présence, de jouer. Je leur apporte tout ça, ils sont heureux, j'ai réussi. Demandez-vous ce que vous considérez être la réussite. Est-ce que c'est vous qui avez fixé cet objectif ou quelque chose ou quelqu'un d'autre? Est-ce que ça vous correspond ou satisfait? Dans ce film, pour donner un maximum de contraste à l'histoire, ils font réussir Forrest, aux yeux de la société, dans tout ce qu'il entreprend. Mais on imagine bien qu'il aurait pu vivre très longtemps d'une pêche qui ne lui rapporte pas beaucoup d'argent. Et si ça ne lui permettait plus de subvenir à ses besoins, il aurait simplement fait autre chose. Moi, par exemple, quand j'ai créé cette chaîne, je l'ai d'abord fait pour le plaisir de partager mes réflexions. Et puis, j'ai eu cette envie de réussir. Je me suis donc attaché au travail que j'allais fournir, au nombre de vidéos que j'allais faire, au nombre de vues, de commentaires. Est-ce que les gens aiment ou pas? Et très vite, j'ai remarqué que ça bouffait mon temps et mon énergie, que ça n'allait plus être un plaisir et que je n'avais pas fait cette chaîne pour ces raisons. Donc je me suis détaché de cette activité, ce qui ne m'empêche pas de bien la faire. Mais je le fais en prenant mon temps, quand j'en ai envie, et uniquement pour le plaisir de partager mes réflexions et peut-être d'aider. Le simple fait d'être satisfait de ma vidéo est une réussite. Peu importe comment elle est accueillie ou les statistiques qu'elle aura. Donc il suffit de changer de perception, de se détacher comme Forrest, pour retrouver une vie paisible et connectée au moment présent. Et on pourrait se dire, oui mais il est un peu simplé, c'est facile pour lui. Vous savez quand on parle d'imbécile heureux. Alors que dans notre société, on valorise et sacralise la pensée. C'est-à-dire qu'on a l'impression que plus on pense et plus on est intelligent. Mais en fait, plus on est dans le mental et plus on bride notre intelligence. Par un flot continu de pensées et d'informations parasites, c'est une charge mentale. Savoir gérer son mental est une forme d'intelligence. D'ailleurs, des formes d'intelligence, il y en a beaucoup. Des manières différentes de percevoir le monde, d'être sensible ou d'interagir. Ça me fait penser à cette remarque de Sadhguru qui illustre bien ce film.
Les idiots font des choses qu'ils n'aiment pas faire, souffrent toute leur vie parce qu'ils pensent que c'est nécessaire ou que c'est leur devoir. Les gens intelligents font ce qu'ils aiment faire, ils profitent de leur vie dans une certaine mesure. Mais un génie apprend à faire ce qui est nécessaire avec joie. C'est là que votre génie s'épanouit, parce qu'il ne s'agit plus de vous, maintenant il y a une façon illimitée de voir la vie. De ce point de vue, Forrest Gump est un génie. Même si par nature il a pris peu de décisions et s'est laissé embarquer dans des aventures toute sa vie, comme la plume, il a appris à faire ce qui était nécessaire avec joie. Il est toujours resté connecté au moment présent, à la nature et à sa beauté. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette réflexion, c'est que faire quelque chose que l'on aime faire, c'est bien, mais on peut aller plus loin. Car ce n'est pas évident, c'est même rare de toujours faire ce que l'on aime et de garder ce niveau de joie. Mais savoir faire ce qui est nécessaire dans la joie, ça c'est génial. Et on peut passer d'un idiot à un génie en un claquement de doigts. Et ça m'arrive tous les jours, dans un sens ou dans l'autre. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo sur l'état paisible. Je suis capable de faire la vaisselle automatiquement dans un état de j'aime pas faire ça mais je dois le faire donc je me dépêche et je passe à autre chose. Et puis je me dis non mais je veux pas passer 15 minutes à être dans cet état, même si c'est pas grand chose. Donc je me demande comment le faire dans la joie. Je me mets de la musique, je me positionne confortablement, je ralentis, je prends mon temps et je ne pense pas à ce que je vais faire après, mais je me concentre sur mes sensations. Comme dirait le mentor dans Peaceful Warrior de Dan Millman, n'abandonne pas ce que tu aimes, mais trouve l'amour dans ce que tu fais. Donc peu importe le chemin que vous choisissez, vous pouvez toujours trouver le moyen d'en profiter et d'aller dans la direction de ce que vous souhaitez. Et aucun chemin n'est bon ou mauvais. C'est ce qu'exprime Tennessee Williams quand il dit que tout aurait pu être complètement autrement et en ayant tout autant de sens. Bref, je vous résume plus simplement ce que Anthony DiMello et Forrest Gump peuvent nous apprendre. Ils nous invitent d'abord à se détacher du regard et de l'influence des autres autant que possible, en commençant par se demander d'où vient le besoin d'y accorder cette importance. Ensuite, si on est contrarié ou frustré, ce n'est pas la faute de quelqu'un ou de quelque chose d'extérieur. Nous n'en sommes pas directement responsables non plus, car ce sentiment vient de notre programme, de nos attachements, de la manière dont nous percevons et vivons une situation. C'est le décalage entre l'histoire que l'on se raconte et la réalité qui nous fait souffrir. C'est ce à quoi on s'expose quand on pense de façon pessimiste ou optimiste. Être réaliste permet de vivre les choses telles qu'elles sont, sans y ajouter de sens. Et essayer de changer sa vie pour faire ce que l'on aime, ça la rend plus agréable, plus facile. Mais on peut aller plus loin. On peut apprendre à faire ce qui est nécessaire dans la joie et la sérénité. Ne pas abandonner ce que l'on aime, mais trouver l'amour dans ce que l'on fait. Ensuite, on peut prendre toutes les directions que l'on veut, du moment que l'on apprend à apprécier le chemin et qu'on n'est pas attaché à atteindre une destination spécifique. Si la vie est comme une boîte de chocolat et qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber, on doit accepter qu'on ne sache jamais exactement où les chemins que l'on emprunte vont nous emmener, mais qu'on est là uniquement pour profiter du voyage. J'arrive au bout de ce sujet et j'espère que vous avez apprécié que j'utilise ce magnifique film pour illustrer cet état d'esprit. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi en commentaire. Prenez soin de vous et à bientôt.